à toutes et à tous. Ce que je vous propose plutôt, Marie, c'est que je puisse rebondir sur quelques messages, ou tout du moins à la suite d'un certain nombre d'observations, ou tout du moins de réflexions qui ont été portées sur les différents débats. La première chose que je voudrais évoquer, c'est la question démocratique. Parce qu'en vérité, quand on évoque les 3 tables rondes auxquelles j'ai pu assister, à chaque fois la même question s'est posée de manière directe ou indirecte, qui est la question de la reconfiguration du modèle démocratique. Certains ont évoqué la question de la parité, qui est une question, d'autres ont évoqué la question de l'expression des territoires dans le modèle démocratique, d'autres enfin ont évoqué l'efficacité du système démocratique. Et je crois que derrière toutes les questions qui ont été abordées ce matin, il y a d'abord la question de la reconstruction démocratique du pays. On peut se le dire comme on veut. J'ai souvent milité pour la constitution d'une 6e République. Je me souviens avoir fait des colloques avec mon camarade Montebourg sur ce sujet-là quand nous étions l'un et l'autre parlementaires. Et je crois qu'il y aurait chez nous besoin de reconfigurer la démocratie française à partir de 2 idées simples au moins. La première, sortir d'une présidentialisation excessive de la Ve République, qui forcément amène à la déception. À partir du moment où vous avez un homme ou une femme qui vous dit « je vais tout vous régler, je vais tout changer et je vais tout prendre en main et au bout du compte, je vais faire en sorte que le pays aille mieux », c'est nécessairement bâtir l'idée qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel capable de tout régler et de faire beaucoup mieux que tous les autres, amenant nécessairement la déception derrière, avec toutes les expressions, et d'ailleurs, au bout du compte, aussi l'abstentionnisme, le rejet du modèle démocratique tel qu'il est vécu aujourd'hui. Et donc, on a besoin, mon rêve serait qu'un jour, on ait un candidat à l'élection présidentielle qui puisse, durant la campagne, dire « je ne vais pas régler tout seul tous les sujets. Je ne vais pas m'occuper à la fois du permis de chasser et des grandes problématiques nationales ou internationales. Et un certain nombre de sujets doivent être traités par les territoires, par la démocratie locale, par la démocratie associative, bref, par tous les corps intermédiaires. » Angela Merkel est dans un régime fédéral, avec des landes extrêmement et beaucoup plus puissants que les régions françaises. Qui peut penser qu'Angela Merkel a moins de pouvoir ou est moins forte que le président de la République française qui gère tout dans le salon vert à côté de son propre bureau? Et donc, le premier sujet, il est là. Le second sujet sur la question démocratique, c'est bien sûr celle de rebâtir un modèle dans lequel on joue à fond la carte de la subsidiarité. Chez nous, la décentralisation, elle a été consentie souvent contre la technocratie. Elle a été accordée avec beaucoup de recul, avec toujours une espèce de défiance à l'égard des élus des territoires, comme si les élus étaient par nature des infâmes démagogues et incompétents. Et de là, on a bâti un modèle qui, bien souvent, n'est jamais allé jusqu'au bout, c'est-à-dire à confier des compétences et des responsabilités majeures aux collectivités, mais en conservant toujours par de soi une part de la compétence. Donc on est dans un système aussi bancal que le système européen, où de la même façon on transfère un certain nombre de compétences ou de responsabilités à l'Union européenne, mais où les États membres gardent toujours un bout de compétences. On le voit très bien sur des politiques, par exemple, comme celle de la pêche. Et donc on a besoin de bâtir un modèle simple, qui est d'ailleurs issu de nos propres philosophes, de subsidiarité complète, où on accorde le pouvoir au plus proche des citoyens et on décide de le transférer à l'échelon du dessus quand on estime que l'efficacité démocratique ou l'efficacité de l'action publique l'impose. Ce jour-là, on aura un système qui marchera beaucoup mieux et qui traitera les sujets là où ils doivent être traités. Troisième élément sur la question démocratique, qui, à mon sens, auquel je n'ai pas de réponse, là en revanche, c'est bien sûr la question de la démocratie participative. Elle a été évoquée à différentes tables rondes.
et la question de la démocratie représentative. L'intuition géniale de Ségolène Royal en 2007, c'est qu'elle a pensé la participation avant tout le monde et elle l'a exprimée avant tout le monde. Tout le monde a bien compris désormais que nos compatriotes ne supportaient pas l'idée qu'on donnait les clés à des élus démocratiquement bien sûr, et à qui on disait, ben voilà, pendant 5 ans, vous avez les clés du palais, vous faites ce que vous voulez. Tout ça, ça ne marche plus. Les élus locaux et la démocratie locale, quand on parle de renforcement de la décentralisation au nom de l'efficacité, au nom de la rapidité de la décision, au nom de la capacité d'expérimentation, de la capacité d'innover, pour moi, l'enjeu majeur de la décentralisation, c'est d'abord une question démocratique. Quand on est président d'une région, on ne bâtit pas une politique régionale sans l'avoir largement débattue et construite avec les acteurs auxquels elle s'adresse. Il y a Clotilde Dier qui est là, qui est vice-présidente en charge de l'agriculture. Quand nous avons bâti notre politique agricole régionale, nous l'avons bâtie avec 300 acteurs du monde agricole pour essayer de construire une politique agricole régionale la plus efficace et la plus pertinente possible. Si aujourd'hui, nous avons largement consommé tous les crédits européens liés au FEADER, alors que dans bien des endroits, on nous explique qu'il y a encore de la sous-consommation, c'est parce qu'on a bâti un modèle avec ceux auxquels on destinait ces politiques. Et donc la question de la décentralisation, c'est d'abord celle-là. C'est un moyen de faire venir nos compatriotes facilement au choix politique de leur communauté de destin, que ce soit la commune, le département ou la région. Il y a un autre sujet, en revanche, sur lequel on voit bien que la démocratie représentative devra évoluer, c'est comment les choses se passent au niveau national. Mais je suis convaincu d'une chose, alors on l'expérimente à travers les référendums d'initiative populaire et différentes solutions comme celle-là, dont on voit aussi les limites, mais très clairement, il apparaît évident que la démocratie participative devra beaucoup plus s'inviter à l'échelon national et que le système d'un Parlement avec 577 députés et 320 sénateurs, élus pour 5 ans ou 6 ans et avec un président de la République qui, au bout du compte, détient tous les pouvoirs, est un système que les Français ne supportent plus. Comment bâtir un modèle dans lequel on les intègre dans la décision nationale, c'est une autre chose. Je ne suis pas sûr que la Convention sur le climat des 150 soit forcément l'équation la plus parfaite, mais elle est au moins un exercice nouveau. Et je pense qu'il y aura probablement, avec les nouveaux moyens, notamment digitaux, des capacités de reconfigurer notre démocratie aussi. Je termine par un point, parce que où j'étais en désaccord avec l'un des intervenants, qui était de dire la question des territoires et de la démocratie locale, c'est la question de l'égalité entre les territoires. Oui, il faut des mécanismes de péréquation, parce que les territoires n'ont pas les mêmes atouts, n'ont pas les mêmes richesses, mais considérer que c'est parce qu'on a un État jacobin qu'on règle la question de l'égalité, ça se saurait. Parce que, pardon, quand on évoque la désertification rurale, les territoires abandonnés, c'est dans un système jacobin. Et donc on voit bien que l'égalité n'a jamais réduit les inégalités quand le système est bâti ainsi. Si vous avez des politiques uniformes ou quasi uniformes sur un territoire national avec des situations qui sont très différentes d'un territoire à l'autre, eh bien on ne fait que renforcer et accentuer les inégalités. Et donc, je pense qu'au contraire, le fait de confier à des territoires avec des mécanismes de péréquation les moyens de trouver les solutions à leurs difficultés, c'est le meilleur moyen de lutter contre les inégalités. Je termine par un point. On a souvent évoqué la décentralisation comme un risque de division du pays. Je ne le crois absolument pas. D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1969, quand il a fait son référendum, évoquait l'idée que la régionalisation était déjà venue, à cette époque-ci, parce que la question de l'unité de la France ne se posait plus. Alors, la question de l'unité du pays se pose sur d'autres sujets, notamment des sujets sociaux, etc., mais elle ne se pose pas en termes de fragmentation par des provinces qui mettraient en danger l'unité du pays. Au bout du compte, on est toujours sur la même équation qui est celle je vous rappelle du bouquin de Braudel que j'avais relu l'année dernière, L'identité de la France, c'est qu'il y a à la fois une aspiration infinie à l'État et à l'unité nationale
et de l'autre, l'exaspération permanente des différences et de nos territoires avec leurs particularités. Et c'est ce dialogue-là qu'il faut savoir bâtir et construire. J'évoque un second sujet qui est toujours la question démocratique, qui est la question du temps, qui a été évoquée par plusieurs personnes. Je vous invite tous à lire un petit bouquin qui s'appelle « Lettres aux paysans » de Michel Serres, où Michel Serres dit « On n'a pas reconstruit la société à partir d'un élément majeur qui est l'évolution du temps. » Et il part d'une chose, pardon si les chiffres ne sont pas exactement ceux-là, parce que ça fait des années que je n'ai pas lu ce bouquin, mais de mémoire, Michel Serres dit au début du XXe siècle, on vivait 500 000 heures. 200 000, on le consacrait à dormir, 200 000 à travailler. Il nous restait moins de 100 000 heures quand vous enleviez la messe et différentes choses de ce genre. Il ne restait quasiment plus aucun temps disponible. Et dit-il dans son bouquin, aujourd'hui... Non, ce n'est pas Michel Serres, pardon, je me trompe. C'est Jean Viard. Non ? Non, c'est Jean Viard, c'est Jean Viard. Non, mais ça, Giono, je connais, mais c'est Jean Viard. Et donc, c'est Jean Viard. Non, c'est pas Michel Serres. Michel Serres, c'est la petite poussette. Mais Jean Viard dit, dans son bouquin, 500 000 heures. 800 000 heures, aujourd'hui, de temps de vie. On ne travaille plus que 100 000 heures. On dort beaucoup moins qu'avant, 150 000 heures. On a globalement, quand on enlève les temps de l'enfance et les temps du dernier âge, on a entre 200 et 300 000 heures de disponibles complètement pour chaque être humain. Est-ce qu'on a bâti un modèle de société à partir de cette équation radicalement nouvelle? Est-ce qu'on a bâti des nouveaux mécanismes intergénérationnels qui fait qu'aujourd'hui, quand on a cette... comment bâtit-on des modèles où on permet des solidarités intergénérationnelles permettant aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, quand ils le peuvent, de pouvoir aider les générations les plus jeunes? Bref, il y a toute une série de mécanismes. Comment construit-on les temps sociaux, les temps de loisirs à partir de cette équation-là? Et donc, très clairement, la question de la reconfiguration des communautés humaines, et notamment de la ville à partir d'éléments comme cela, mais aussi sur un certain nombre de décisions nationales, me paraît un point essentiel. J'ajoute par ailleurs, pour terminer, puisque je vois qu'il ne me reste plus qu'1 minute 40, que sur la question de la parité, autre enjeu démocratique, on a beaucoup progressé, et on a beaucoup progressé aussi dans l'exercice de cette parité. Il y a un temps, on considérait par exemple qu'au-delà de la question du nombre, 50-50, on confiait toujours aux femmes les mêmes fonctions dans une équipe municipale. Les affaires sociales et les affaires scolaires étaient en général des histoires confiées aux femmes. Aujourd'hui, on confie aux femmes autant les responsabilités économiques que les questions sociales. La vice-présidente de la région, en charge de l'économie, c'est une femme. Celle en charge de l'agriculture, je l'ai citée, c'est une femme. Donc, il y a aussi dans l'approche des responsabilités une modification du comportement. Ce qui est sûr, en revanche, ce que je disais tout à l'heure à Jean-Baptiste Gastine, on partageait cette réflexion, c'est que les femmes continuent à ne pas avoir la même approche de l'exercice du pouvoir. Nous sommes en train de reconfigurer nos listes dans la perspective des régionales. Les candidatures d'hommes, je ne sais plus quoi en faire. J'ai 5 fois, 6 fois la constitution des listes. Je n'ai pas cette même équation pour les femmes. Et quand une femme qui a pourtant toute légitimité, toute responsabilité pour être sur une liste, parce qu'elle y a... eh bien, elle va prendre le temps de la réflexion et de se dire, est-ce que, 1, je vais avoir le temps disponible, et 2, est-ce que je vais être en mesure de pouvoir le faire? L'approche de l'exercice de la responsabilité politique entre l'homme et la femme est incroyable. Ce matin, une jeune femme m'a donné son accord, qui est une femme, qui est une jolie figure de Normandie pour être sur cette liste.
Elle a mis 2 mois. Elle m'a dit, je suis intéressée, mais je veux voir si je suis en capacité de pouvoir bâtir un système, et pas simplement parce qu'elle aurait des enfants, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, j'ai déjà d'autres responsabilités, si je décide de m'engager, ce que je fais. Donc il y a une approche de la politique qui est clairement différente d'un endroit à l'autre. Sur la question de la parité, il me semble qu'un sujet n'a pas été suffisamment abordé, qui est la question de l'orientation. Et je termine par ça. On a en France une immense inégalité, c'est l'inégalité liée à la réussite scolaire. Jamais aussi peu de jeunes issus de milieux défavorisés sont allés à l'université ou dans les grandes écoles. Nous avons un système de reproduction sociale absolument abominable. C'est le plus grand scandale de la République française. Et derrière ça, il y a une question centrale qui est la question de l'orientation. Comment faire en sorte qu'un jeune issu de milieux modestes puisse exprimer son ambition avec autant de facilité, ou tout du moins avec moins de difficultés qu'un jeune issu de milieux favorisés. Et cette question de l'orientation, elle se pose bien entendu en fonction de votre naissance, mais elle se pose aussi sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames et messieurs, quand vous allez dans une start-up, vous avez, pour l'essentiel, des garçons en jean et en basket. Pourquoi? Pourquoi les jeunes femmes ne sont pas dans les métiers du digital? Je cherche toujours à comprendre pourquoi, sinon le fait qu'on est encore dans des stéréotypes et des représentations. Quand vous allez dans un lycée, j'étais dans un lycée dernièrement dans la région rouennaise, puis ensuite dans un autre lycée à Cherbourg, dans les métiers de l'industrie, de la maintenance industrielle, où il y a des centaines d'emplois, où il y avait au moins des centaines ou des milliers d'emplois non pourvus en région, vous n'avez quasiment aucune femme. Pourtant, à chaque fois qu'il y a une jeune femme ou 2 jeunes femmes dans ces formations, les enseignants disent que ce sont les meilleurs. Et donc on a très clairement, sur ce sujet-là, un immense progrès à effectuer, et un progrès dans les 2 sens. Pourquoi des métiers seraient uniquement des métiers qui seraient essentiellement destinés aux femmes? Je pense notamment à tous les métiers d'aide à la personne. Alors on peut penser que les femmes ont plus de bienveillance, d'attention à l'autre, mais on a, sur la question de l'orientation, un immense chantier qui est celui des inégalités, celui de la capacité pour chacun de se connaître suffisamment pour pouvoir porter son ambition, mais il y a aussi la question de l'égalité entre les hommes et les femmes pour permettre aux femmes de rentrer dans toute une série de métiers et de professions vers lesquelles, encore, elles s'estiment ne pouvoir y rentrer. Et cette question-là me semble absolument centrale et insuffisamment abordée quand on évoque la question de la parité. Bref, mesdames et messieurs, la question de l'exercice d'une nouvelle démocratie est un chantier suffisamment immense pour que je ne vous empêche pas d'aller déjeuner. Je vous remercie.